Merci à vous d'abord, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un moment d'échange et de partage, même si en apparence on n'est pas supposé être d'accord, mais je pense qu'on peut se retrouver sur des thèmes fondamentaux de ce qui doit lier une police à sa population. Donc ce que je vous propose, moi, c'est que je vais vous relater mon expérience, mon vécu, alors qui a commencé effectivement de manière un peu chaotique, parce que j'ai été conçu au Maroc, figurez-vous, et je suis né en Algérie. Et je suis né en Algérie en 1961. À une époque où mon père, travaillant au Maroc, avait demandé sa mutation en France et l'administration lui avait dit « Félicitations, vous êtes muté en France, vous êtes muté à Sétif ». Parce qu'en 1960, Sétif, c'était la France. Voilà, en 62, on est parti, comme beaucoup, alors qu'on n'était absolument pas pieds noirs, et on est parti avec deux souvenirs qui ont duré, à savoir ma mère, une grosse dépression, et moi, le choléra. Donc c'est pour ça que quand je dis que c'est un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le thème n'est pas la fin de la colonisation française, mais c'était un petit clin d'œil que je faisais. Et mon père étant de Béziers, bien évidemment, il était muté à Cherbourg. Et donc ça commençait pas mal. Les petits aléas administratifs, les petits clins d'œil de l'administration étaient quand même assez significatifs. Et de Cherbourg, voulant retourner à Béziers, il était muté à Marseille. Et puisque c'est là où, effectivement, j'ai grandi, que j'ai fait mes études, qui n'ont pas été des études très brillantes, puisque dès que j'ai pu, j'ai passé un concours d'inspecteur. Alors ça, c'est fondamental de le préciser, parce que le corps des inspecteurs aujourd'hui n'existe plus, mais il était totalement dédié à l'investigation. Il y avait deux corps qui étaient dédiés à ça, il y avait des inspecteurs et des enquêteurs de police, et en parallèle, il y avait une police qu'on appelait une police administrative qui était constituée d'officiers de paix. Et donc c'était vraiment deux métiers très différents. Les officiers de paix étaient destinés à la police en tenue, et les inspecteurs étaient dédiés véritablement à l'investigation. C'était moi ce qui m'attirait, il y avait que ça qui m'intéressait. C'était, bon, pour résumer les choses, vraiment les simplifier, c'était un peu la chasse aux voyous, quoi, quelque part. L'enquête, un peu comme dans la littérature qu'on connaît avec l'inspecteur Borniche, pour ceux qui ont lu ces mémoires d'après-guerre. Voilà, c'était ça ma vocation initiale. Donc, j'ai passé mon concours en 82 et j'ai intégré l'école de police en 83, après l'année obligatoire de service national, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas entrer dans l'administration sans avoir fait son service militaire. On fait notre petite scolarité à l'école du chemin du Calquet à Toulouse, alors que l'école fondamentale de la formateur des inspecteurs et aujourd'hui des officiers, c'était Canécluse, en région parisienne. Là encore, un petit clin d'œil, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de parité, mais à l'époque, sur 350 élèves inspecteurs, il n'y avait que 13 femmes. Franchement, il faut leur tirer le chapeau, parce que à l'époque, être femme dans la police nationale, c'était vraiment, vraiment un challenge. À l'époque, enfin, vous n'avez pas connu, les affiches de recrutement mentionnaient la police, un métier d'homme. Il n'y avait que ça comme, je dirais, slogan de recrutement. Ça a bien évolué. J'ai connu les 3 premières commissaires qui sont entrées, dont Madame Monteil, qui était patronne des stupes, mais ça, c'est un peu plus tard. Donc, je sors de l'école en 84, école d'inspecteur, et je suis muté au SDPJ 92 des Hauts-de-Seine, donc service départemental de police judiciaire, un mini SRPJ, si vous voulez. Et j'avais écouté ma maman qui m'avait dit, tu sais, quand tu te présentes, il faut être très bien habillé, il faut te présenter, il faut être un garçon bien élevé. Et j'étais arrivé avec un costard magnifique en velours bordeaux, un pantalon gris à pattes d'éléphant et des bottines bordeaux assorties à la veste. Et ce qui devait arriver arriva, on m'a muté à la brigade financière. Alors pour moi, c'était un cauchemar, parce que les chiffres étaient juste quelque chose qui est pas du registre de la science-fiction. J'ai jamais aimé les maths, jamais aimé les chiffres, et j'ai été muté là-dedans. Donc mon premier réflexe, très rapidement, était d'en partir. Alors que c'était très intéressant, la financière. C'est vraiment un des schémas qui fait peur au pouvoir, vraiment la matière qui lui fait le plus peur. On insistera plus tard là-dessus, parce que véritablement, ça a été la hantise du pouvoir politique. Et je reviendrai un peu plus tard. Donc, 1 an à la brigade financière, où je me suis ennuyé, mais alors d'une force impressionnante, et ma seule ambition à cette époque-là était l'action. Arrêter, je vous l'ai dit, arrêter des voyous, arrêter des gangsters. C'est vraiment très puéril comme réflexe au départ. Et j'ai tout fait pour, à l'époque, aller à la brigade des stupes. J'ai vraiment tout fait. Aller dans tous les pots possibles et imaginables, parce qu'à l'époque, il y avait une culture du pot, il fallait assister à tous les pots de naissance, de mutation, enfin, il y avait tout le temps. Et donc, j'ai fait de l'entrisme, hein, j'ai fait du lobbying auprès de tous les flics de PJ, et particulièrement du Quai des Orfèvres. Et en 1985, au miracle, ma candidature est acceptée au Quai des Orfèvres, à la brigade des stupes, qui s'appelait à l'époque brigade des stupes et du proxénétisme. Alors, ça commence à être intéressant à ce moment-là, parce que c'est l'avatar de la mondaine.
cette BSP, Brigade des stupes et du proxénétisme, c'est l'héritière directe de la mondaine. Alors à 20 ans, vous débarquez là-dedans, c'est un peu, c'est la quatrième dimension. Les stupes des années 80, on est en 1985, il n'y a qu'une seule brigade des stupes dans tout Paris, et tout ce qui de près ou de loin touche au monde des stupéfiants était amené à la brigade des stupes. Ça représentait environ 10 000 gardes à vue par an. C'était une machine qui tournait à temps plein. Il y avait les 3-8, il y avait des unités chargées des 3-8. Moi, j'étais dans une unité qui traitait les affaires de jour. Et c'était un peu, comment vous dire, apocalyptique. Il n'y a pas d'autre mot. Vous aviez toute la misère du monde qui arrivait dans ce service-là, des consommateurs de cannabis aux consommateurs d'héroïne et un petit peu de cocaïne. Il n'y avait pas trop de cocaïne encore à l'époque. Enfin, nous, en tout cas, on n'était pas trop concernés par ça. Ça touchait vraiment les milieux très élitistes, le showbiz, des milieux très fortunés. Nous, ce qu'on voyait vraiment le tout venant, c'était l'héroïne. Et donc, ce que ça a pu de dégueulasse. L'héroïne, c'est vraiment une drogue qui détruit l'individu au niveau le plus effrayant qui soit, que ce soit mental et physique. C'est un monde pourri, les stupes. Il faut bien avoir ça en conscience. Quand on a 20 ans, qu'on débarque là-dedans, croyez-moi, c'est un choc des cultures. Il y avait une seule geôle, un seul espace de garde à vue, et il n'était pas rare d'avoir une cinquantaine de personnes là-dedans. Et tout s'y passait. Je dis bien tout. De l'agression sexuelle au trafic en interne. Hein. Je parle en interne à la brigade des stupes. Hein. Il s'y passait à peu près tout. C'était un monde extrêmement violent et qui baignait à l'époque dans le sida. Nous étions au contact permanent avec le sida et toutes sortes de maladies, parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait des maladies, il y avait toutes les sortes de MST, il y avait les hépatites, et vous débarquez là-dedans sans protection. On avait tous 20 ans, j'ai connu des gars aussi qui avaient fait toute leur carrière dans la brigade des stupes, et vous devez gérer ce magma humain qui a perdu toute humanité, parce que pour un toxico accro à l'époque, il n'y avait que ça qui comptait, que sa dose. Et ils étaient prêts à tout pour ça. Bon, se prostituer pour les filles, c'était le premier, je dirais, expédient qu'elles pouvaient avoir. Beaucoup de prostituées ne mangeaient même plus. Elles consommaient entre 2, 3, 4 grammes d'héroïne par jour, ce qui est considérable. J'ai vu des squelettes vivants, pour ainsi dire. Et déjà, à l'époque, ce qui était significatif, c'est que personne n'en voulait. Tout le monde s'en foutait. Moi, il m'est arrivé d'envoyer une pauvre fille, elle était prostituée, je ne sais même pas si on peut appeler ça prostituée, la pauvre, c'était une épave. Et je l'ai envoyée dans les hôpitaux n'en ont pas voulu. Et ils nous ont renvoyé ça à nous, dans des services de garde à vue qui ne sont absolument pas faits pour ça. Et c'était désespérant. C'est vraiment le mot qui s'impose, désespérant. Et il ne faut pas, dans ce contexte-là, attacher le moindre lien émotionnel avec ce que vous faites. Ce que je veux dire par là, il faut être juste technique, professionnel. Ne pas imaginer une seconde que vous êtes un croisé, que vous êtes en croisade contre le monde du crime ou le monde de la drogue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le tonneau des Danaïdes. Je vais un peu anticiper, parce que je ne vais pas faire que des stupes au Quai des Orfèvres. J'en ferai aussi à Marseille. J'ai fait 10 ans de brigade des stupes. 10 ans de brigade des stupes où vraiment j'ai vu l'évolution de la consommation, notamment lorsque les produits de substitution j'anticipe un peu avec le futur, lorsque les produits de substitution ont été mis à la disposition des toxicos, ce qu'on a fait, c'est on ne les a pas guéris. Tout simplement parce que la méthadone, le Subutex sont des produits dont on est dépendant, très rapidement, plus rapidement même encore que l'héroïne. Mais on les a neutralisés. Pourquoi ? Parce qu'un toxicomane en manque, c'est juste une bombe à retardement. Vous ne pouvez pas le maîtriser. Ce sont des agressions, ce sont des homicides, des massacres, parce qu'il faut avoir la dose et que la consommation d'héroïne, ce n'est pas simplement psychologique, c'est physiologique. C'est une drogue qui fait mal. Donc il fallait les neutraliser, ce que la médecine a très bien fait, ce que l'État a fait, en toute hypocrisie dogmatique, parce qu'il ne fallait pas le dire. Il ne fallait surtout pas dire qu'on neutralisait les toxicomanes en leur donnant des produits de substitution. Officiellement, et le discours est toujours le même, vous l'entendez, il n'y a absolument pas de prise en compte thérapeutique du monde des stupéfiants. Vous n'entendez qu'un mot, qu'un seul message, répression, répression, répression. On l'envoie aujourd'hui dans les cités la CRS 8, comme si les CRS étaient formés pour régler les problèmes de stupéfiants, encore moins les problèmes procéduraux. Ils ne sont certainement pas faits pour ça. Donc on était confronté à ça en permanence, et on était formé, lorsque vous arriviez à la brigade des stupes, à la manipulation des indices. Et là, on touche un point sensible. Comment manipuler un indice ? Qu'est-ce qu'un indice ?
Alors un indicateur, c'est pas nouveau, hein, c'est pas une invention moderne. Sous Louis XV, Nicolas de la Reynie avait déjà formé, engagé des mouchards pour aller déstructurer la cour des miracles, parce que c'était un peu l'îlot Chalon de l'époque. Donc la notion de dénonciation des voyous est très ancienne. Par contre, là, elle était institutionnalisée. Et il n'était pas scandaleux d'avoir des indices, c'était même le critère pour être un bon flic au STUP, il fallait avoir des indices. Qu'est-ce qu'un flic qui a des indices ? Ben, c'est tout simplement quelqu'un qui a un peu, à un moment donné, met les mains dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que l'indic ne vient pas voir le flic par amitié. Ce n'est pas un copain, un indicateur. C'est quelqu'un qui a besoin soit qu'on protège son trafic, soit qu'on lui donne de la cam. Donc vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous avez ce lien entre policier et indic, qui est un voyou, vous-même, vous êtes à la marge et vous êtes franchement un délinquant. Puisque soit vous protégez un dealer, soit vous lui donnez une part des quantités que vous allez saisir. Donc il y a tout un débat, il y a un procès en ce moment qui est très actuel, il y a des audiences qui ont commencé sur la manipulation qu'ont certains grands chefs des STUP qui se sont laissés aller avec des relations qui ont dépassé le cadre du flic et du voyou. Il est hors de question d'être le copain d'un indique. Malheureusement, certains, par faiblesse, par méconnaissance, par inexpérience, tombent dans le travers d'être copain avec un indique. Et ça, c'est le piège à con, j'ai envie de dire. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Donc, j'ai travaillé dans cet espace de la permanence des STUP à l'époque, donc en 85 jusqu'en 87, ce qu'on appelait au ramassage. Et ensuite, je suis passé au niveau supérieur, au niveau du groupe des enquêtes. Le groupe des enquêtes avait une spécificité de ne travailler que sur les réseaux, les gros réseaux. Et dans les années 80, il y en avait pas mal, particulièrement les réseaux libanais. Déjà à l'époque, au Liban, dans les années 85, il y avait encore la guerre au Liban, et les milices qui s'écharpaient là-bas avaient besoin de financement. Et ce que faisaient ces milices ? Elles envoyaient des missiles dominici en France, qui organisaient des réseaux avec de la cam qui leur était donnée et fabriquée dans la plaine de la Bekaa à l'époque avec des chimistes français, les anciens de la French qui s'étaient reconvertis, qui avaient été au Moyen-Orient pour ne pas perdre la main. Et ils nous envoyaient une cam qui était pure à plus de 90%. C'était de la bombe. Et ce qui amène justement à mieux comprendre le phénomène des overdoses qui sont mal comprises. Parce que ce n'est pas simplement Par exemple, un consommateur qui va prendre énormément de cam très régulièrement ne risque pas l'overdose. Par contre, s'il laisse un laps de temps entre deux consommations, par exemple s'il va en prison, s'il ressort et qu'il prend tout de suite la même dose qu'avant d'entrer en prison, là, il risque l'implosion, l'explosion et il meurt. Donc on a eu beaucoup d'overdoses par, non pas surconsommation, mais par consommation inappropriée, j'ai envie de dire. Donc, notre métier dans cet espace était ça. Suivre et neutraliser les réseaux de grosse distribution, on va dire. Donc, principalement, moi, j'ai travaillé essentiellement sur des Libanais. C'est un cauchemar de travailler sur eux. Parce que c'est des gens qui n'avaient pas d'horaire, donc travailler dans les stupes, c'était déjà oublier qu'on avait une montre. Hein. Il fallait être constamment derrière eux. Les suivre en permanence, c'est un métier qui vous rend dingue, hein, clairement. Il ne fallait pas trop espérer avoir une vie de famille stable. C'était assez déstabilisant, particulièrement quand on est jeune. On se laisse vite aller. On fait une belle affaire. D'abord, on a travaillé toute la semaine jusqu'à 3-4 heures du matin, voire toute la nuit. Et puis, vous avez les moments de relâche où qu'est-ce qu'on fait ? On picole, tout simplement. Et ce qui explique la consommation régulière et mortifère de l'alcool dans beaucoup de services de police. Ça s'est beaucoup calmé, mais à l'époque, c'était traditionnel. Donc je suis resté en tout 5 ans à la brigade des stupes, à apprendre ce métier, à gérer les indices, à m'en méfier, à me méfier aussi de certains collègues, parce que c'est vraiment un milieu qui pollue l'état d'esprit. C'est pour moi la matière la plus dégueulasse, mais en même temps, c'était la matière qui nous donnait le plus de liberté. Parce que personne ne peut vous contrôler. Et c'est bien ça le danger. Et c'est bien pour ça que beaucoup de flics qui ont travaillé dans les brigades des stupes sont tombés. Tombés parce que personne n'est derrière vous. Quand vous êtes derrière un dealer jusqu'à 2-3 heures du matin, vous n'avez personne dans la hiérarchie pour contrôler ce que vous faites. Donc ça fait de vous des électrons libres. Donc c'est très dangereux. Et ce danger, petit à petit, l'administration n'en a plus voulu. On était efficace, on était même très efficace. On a démantelé des réseaux. Mais c'est dangereux. Des flics autonomes, c'est très dangereux. Et particulièrement des inspecteurs, surtout des inspecteurs. En 2005,
J'arrive donc au STUP. Je repars des STUP en 1990 pour aller au SRPJ de Marseille. J'arrive à Marseille. Là, cette fois, j'avais mis de côté ma tenue bordeaux flashy, mes bottines. Je fais comme les autres, j'arrive en jean basket, mais malgré tout, on me mute encore à la brigade financière. Et dans les couloirs de la PJ, finalement, ça s'est arrangé avec un copain qui, lui, ne voulait surtout pas faire de PJ traditionnel. Il a pris mon poste à la financière, et moi, je suis allé à la brigade criminelle. Donc, j'arrive en 90 à la brigade criminelle de Marseille. Alors là, c'est pas Pagnol, mais pas loin, quoi. Quand on arrivait dans le couloir de la brigade criminelle, il y avait d'un côté les pieds noirs, parce qu'on est en 90, il y avait encore pas mal de flics pieds noirs, et d'un côté les Corses. Ils se faisaient pas la gueule, hein, tout le monde se parlait, mais c'était un peu la... Et moi, j'arrive là-dedans, et on me dit « Ah, mais toi, tu es né où ?»« Sétif. Aïe, aïe, aïe. Tu viens, mon garçon, on va là-bas. » Je dis « Non, mais je suis pas pied noir. T'es un renégat. » Bon, ok. Donc, j'ai fini chez un Corse. Et le boulot, donc là, vraiment, j'ai mis le pied dans la machine de la brigade criminelle à Marseille. La brigade criminelle, comme toutes les brigades criminelles, ça ramasse du macabé, je dirais pas tous les jours, mais pas loin, quoi. Dans les années 90, il y avait quand même à l'époque déjà une bonne quarantaine de règlements de compte. Mais les règlements de compte de ces années-là touchent essentiellement ce qu'on appelle des gros voyous, des beaux mecs, des types qui avaient entre 35 et 40 ans. Bon, qui s'allumaient quand même à la Kalachnikov, à l'Uzi, au 9 mm, c'était quand même... ouais, c'était rock'n'roll quand même. Les règlements de compte, c'est pas la petite cuillère, quoi. Qui sont totalement différents d'aujourd'hui, du reste. Hein. Aujourd'hui, c'est des gamins, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous ramassez des macabées à longueur de temps. Et ma première mission m'avait été confiée d'aller à l'étang de Beaulemont, pour ceux qui connaissent un peu la région marseillaise, pour ramasser des morceaux de cadavres. Parce que des cantonniers avaient trouvé un torse humain, et j'avais été chargé de surveiller le chantier d'excavation où on ramassait ce qui restait du macabé. Donc, par exemple, un soulier avec encore son pied à l'intérieur. Voilà, c'est décoratif sur un buffet. Donc, c'était ça. Et à la crime, on passait notre temps à ramasser du cadavre de règlement de compte, tout simplement parce que le règlement de compte, on a très peu de chances de les résoudre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'industrie du crime délocalise. C'est-à-dire que les voyous marseillais, pour flinguer la concurrence, faisaient appel à des tueurs italiens, par exemple. Donc on sous-traite. Donc c'est très compliqué d'élucider un meurtre comme ça. C'est plus facile lorsque la victime est connue de son tueur. Donc je dirais que le crime traditionnel, le monsieur qui tue sa femme parce qu'il est jaloux, ou la femme qui tue son mari parce qu'elle est jalouse, c'est arrivé, là ça va, vous arrivez à l'élucider assez rapidement. Mais lorsque vous avez affaire à des tueurs ou des voyous professionnels, des tueurs aguerris, c'est très compliqué de faire véritablement le lien entre tout ça. C'était une mentalité très particulière, la brigade criminelle de Marseille. Les flics, les inspecteurs qui étaient là-bas n'avaient pas le droit de parler à leurs petits copains. Il fallait uniquement passer par le commissaire qui faisait la synthèse de tout ça. Donc c'était très frustrant et pour tout dire, pas vraiment amusant. Et dans ce contexte arrive l'année 1995. Alors pourquoi cette année-là est importante ? Parce que 1995, c'est la fin du corps à laquelle j'appartenais. On a supprimé purement et simplement le corps des inspecteurs de police et on a créé le corps des officiers de police. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie qu'il n'y avait plus de personnel dédié en formation à l'investigation, mais qu'on mettait tout ça dans un même shaker et qu'on formait les officiers. On les forme toujours d'ailleurs, les officiers de police et plus les officiers de paix, au métier de cadre. C'est très important, parce que dès lors, on casse la dynamique de procédurier. Aujourd'hui, on ne forme plus exclusivement des policiers à la procédure. Et c'est catastrophique en termes de qualité. Alors certains étaient très contents, et je peux vous dire que c'est vrai, certains ont acheté leur uniforme. C'est-à-dire qu'on passait d'inspecteur à lieutenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des séries télé avec le lieutenant machin, le capitaine machin, tout ça. On a supprimé les grades de l'époque, d'avant 1995. Il n'y a plus d'officiers de paix, il n'y avait plus d'inspecteurs, il n'y avait plus que des lieutenants, des capitaines et des commandants. D'accord ? Donc il y a quasi un copier-coller avec l'institution militaire. Et à l'époque, j'avais fait savoir à mon syndicat, puisque j'étais au syndicat des officiers de police, le SNOP, qui était un avatar du SNAPC, des policiers en civil. J'avais dit, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la militarisation de ce corps. À partir du moment où on donne des appellations militaires à un corps administratif, mécaniquement, vous glissez vers une psychologie militaire. Et ça m'effrayait, parce que moi, c'est un truc que je ne supporte pas. À l'armée, j'ai souffert de porter l'uniforme, je n'aime pas ça, c'est physique. Ma maman me demandait de prendre une photo en uniforme, elle n'en a qu'une.
et il n'y en a eu qu'une seule, je détestais ça. Et je me suis dit, là, on glisse vers un terrain inconnu. Mais malgré tout, beaucoup étaient contents d'être tout à coup des officiers de police. Tant pis pour eux, parce que l'institution en souffre encore aujourd'hui. Dans ce contexte, à l'époque, le chef de la DCRB, la Direction centrale de la criminelle et du banditisme, c'était Roger Marion. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Mais Roger Marion, après, était très proche de Chevènement. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, 95, c'est la rupture. Et à partir de ce moment-là, je ne me plaisais pas des masses à la criminelle. Je demande à retourner à la brigade des stupes. J'étais un peu maso sur les bords, quand même. Donc je retourne à la brigade des stupes, on retombe dans la mécanique de la manipulation des indices, pareil, lien avec les toxicomanes, et vas-y que je te donne une dose pour avoir un renseignement. Et à un moment donné, ça commence à devenir un peu embarrassant, ce système. Malgré tout, on a travaillé tout à fait par hasard sur le cartel de Cali, tout bêtement, tout en étant à Marseille. On a un indique qui est venu nous voir et qui nous a balancé un type qui était le logisticien, on va dire, du cartel de Cali en France. C'était un Français, un Salonnais, il habitait à Salon de Provence, et il était chargé par le cartel de Cali d'acheter toute la logistique pour l'acheminement de la cocaïne en France, et ensuite le déchargement des bateaux, et après ça s'arrêtait là. Et après la diffusion, c'était plus son registre. Mais le garçon était occupé de ça, il avait une banque, il avait beaucoup d'argent en espèces, et on a suivi ce monsieur pendant quelques semaines, et il allait tout simplement, avec des mallettes remplies d'argent, acheter des bateaux à Cannes-sur-Mer, sur toute la Côte d'Azur, et il recrutait également des marins pour acheminer, les envoyer en Amérique du Sud, en Colombie, avec leurs bateaux. Ils faisaient les skippers, quoi. Ils allaient récupérer la cam sur les bateaux au large de la Colombie, et ils revenaient en France. Et un jour, on avait mis son fax, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, on avait mis son fax, non pas sur écoute, mais on avait intercepté sa ligne de fax. Et un jour, on voit un sous-marin qui apparaît, parce que le garçon faisait un audit sur les sous-marins les plus appropriés. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait marrer quand j'entends dire « Ah, les Colombiens utilisent des sous-marins ». Enfin, ouais, mes garçons, ils le font depuis les années 90. Ils avaient acheté des sous-marins à des entreprises italiennes qui étaient très forts en la matière. Et donc, ils chargeaient la cocaïne dans des baies de la côte sud-américaine. Ils amenaient donc la cocaïne jusqu'au bateau, et le skipper était chargé d'amener la cocaïne jusqu'en France. Notre affaire a été sabotée déjà à l'époque par un office du blanchiment, parce que ce que nous ne savions pas, c'est que tout ce petit trafic avait été mis sous surveillance par la DEA américaine, qui voulait absolument cautionner la création d'un office français sur le blanchiment. Et comme il fallait que ce service-là ne fasse que du financier, on a saboté l'affaire. Ils ont volontairement déclenché l'arrestation, notamment du neveu du chef du cartel de Cali en France, à Salon de Provence, arrestation à laquelle je participais, et le bateau n'a pas été accueilli à La Rochelle où il devait arriver, et le pauvre skipper qui était en mer, abandonné de tous, a jeté tout simplement la cocaïne par-dessus bord, et on a retrouvé ça sur les plages de La Rochelle quelques semaines plus tard. Donc ça fait partie des fameux clins d'œil de la manipulation administrative. Là-dessus, je suis devenu papa. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit papa? Sauf que quand vous êtes au stup et que vous avez des horaires comme cela, être à la fois papa de jumelles et de planquer jusqu'à point d'heure, ça fatigue. Donc j'ai décidé à un moment donné de quitter les stupes. Pour deux raisons. Un, parce que j'étais fatigué, et deux, parlons clairement, parce que des magistrats français voulaient nous faire la peau. Ils avaient décidé de faire un exemple et de mettre en prison, disons les choses clairement, des flics qui, pour eux, apparaissaient comme étant des flics ripoux. Bon. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Que vous donniez de la cam, ou que vous soyez un voyou ayant des accointances particulières avec la police, tout était bon dans le cochon, si je puis dire. Et donc, tous les prétextes étaient bons pour nous auditionner. Le fait d'avoir cassé une armoire, d'avoir cassé un peu des meubles chez un dealer, ça vous conduisait à être convoqué auprès de l'IGS. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser sur l'IGS, j'y répondrai sans problème. Parce que ce n'est pas des gens très gentils, ce n'est pas des gens du tout aimables. Quand vous êtes reçu par les gens de l'IGS, ils n'ont qu'une idée, c'est de vous envoyer, de vous embastiller. Bref, sentant le vent méchant tourner, j'ai demandé à quitter la PJ, ce que j'ai obtenu. Je vous résume, parce qu'il y a quelques avatars. Et je suis allé à la brigade d'atteinte aux personnes, qui était dans les mêmes bâtiments que les stupes d'ailleurs, qui était une brigade spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols. On faisait quasiment que ça.
et les violences en milieu urbain, les violences dans les cités. J'y serais encore, croyez-moi, il y aurait du boulot, ça c'est sûr. Mais ce qui était très intéressant, c'est vraiment d'avoir mettre le focus sur tout ce qui était agression sexuelle. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'étais chef d'un groupe qui était uniquement chargé à 90% chargé de ça. Et ce qui nous a notamment permis d'arrêter 2 violeurs en série, des types qui débarquaient d'Algérie et qui avaient violé respectivement 10 femmes et 12 femmes. L'un les violait chez elles. Ils se débrouillaient pour rentrer dans leur domicile, ils les violaient à domicile. J'ai sa photo d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais je crois qu'il est mort depuis. Et le second qui bloquait les filles dans des halls d'immeubles avec un cutter sous la gorge et obtenait ce qu'il voulait. Donc ce n'est pas des gens très sympathiques. Sur la psychologie du violeur, il n'y a aucun problème, on peut en disserter. On y trouve de tout. Le pervers n'a pas de morphotype, il répond à beaucoup de schémas. En tout cas, ça peut être des phénomènes qui sont angoissants en tant qu'enquêteur parce que vous n'avez qu'une idée à un moment donné. C'est quand vous recevez le matin une jeune femme ou une femme qui a été violée, croyez-moi, vous êtes face à quelqu'un qui a réellement été traumatisé et le premier réflexe, c'est tout simplement d'offrir un café. Ça a commencé par ça. Et lorsqu'il y a eu ce débat sur le fait notamment de faire auditionner les femmes violées uniquement par des femmes, nous n'étions pas d'accord, ni les hommes de cette brigade, ni les femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'unité. Et on en avait conclu que ce n'était pas une bonne idée du tout. Et beaucoup de femmes agressées nous ont dit « mais je vous remercie à vous, en tant qu'homme, de m'avoir auditionné, parce que ça me réconcilie avec le genre masculin, ça me rassure dans l'idée qu'il n'y a pas que des salauds et des pervers parmi les hommes. » quoi. Et c'était vraiment très intéressant comme unité. Je pense, dans toutes mes années de carrière, c'est vraiment la seule période de ma vie où j'ai réellement été utile. Que quand vous mettez en prison un type qui viole 5, 10 femmes... et que vous arrivez à lui mettre la main dessus et à le faire condamner à 10, 15 ou 20 ans de réclusion, vous vous dites, bon, voilà, quoi, j'ai évité qu'il y en ait d'autres. Au moins ça. Cette brigade, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y travailler. J'ai rencontré que des gars des femmes qui avaient vraiment envie de faire ce métier, vraiment passionnément, instinctivement. Et un jour, je constate avec d'autres, quand je dis je, comprenez bien que c'est pas moi tout seul, le métier de policier, c'est pas des super-héros, c'est pas les séries télé, c'est un travail d'équipe, fondamentalement. Je vois que beaucoup de garçons qui demandent leur mutation ne sont pas remplacés. Alors je m'en inquiète auprès du chef d'unité, je dis ça c'est bizarre, on perd de plus en plus de personnes. Et par contre, on a toujours de plus en plus de dossiers, d'agressions, puis de règlements de compte dans les cités. On était aussi mobilisés là-dessus, ça flinguait tous les week-ends, tous les vendredis, mais vraiment, il y avait un cérémonial, ils se flinguaient dans les cités, c'est comme ça. Donc, on perdait du monde. Et on demande à avoir audience auprès du chef de la sûreté, ce qu'on nous accorde. On va le voir, il dit voilà, il nous manque du monde. On ne peut pas continuer comme ça. Il nous regarde, il se lève, il dit mon souci, c'est pas ça. Ah, je dis c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même des femmes qui se font violer dans la rue. Ce serait bien que ce soit un peu votre souci, quoi. Et il dévoile un paperboard où il y avait le nouveau plan de l'organisation de la police marseillaise. Il me dit voilà, mon souci, c'est ça. Et ça, c'était quoi? C'était la police de proximité. Donc on en arrive, fin des années 90, mise en place de la police de proximité. Alors, c'est tout un débat, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la gauche reparle, qui claironne qu'elle a gagné les élections, claironne qu'elle veut le retour à la police de proximité. Ok, très bien. Sauf que à Marseille, il n'y avait pas, je parle des fin des années 90, où il y avait encore des commissariats partout. Dans chaque arrondissement, il y avait un commissariat. Et qui dit commissariat, dit un nombre minimum de fonctionnaires de police, parce qu'un commissariat, ça fonctionne H24. Voilà, c'est pas la gendarmerie, justement. Et il nous dit plutôt, mon souci, c'est ça, et vous allez être viré, vous allez être supprimé. C'est-à-dire que l'unité à laquelle j'appartenais, la brigade d'atteinte aux personnes, fin des années 90, on nous annonce comme ça, le plus simplement du monde, votre unité va être dissoute. Vous allez disparaître. Et vous aurez la chance, par contre, parce que vous êtes des gentils fonctionnaires, vous aurez la chance de demander votre affectation où vous voulez. Merci. Merci, monsieur. Le même qui nous avait promis des avancements et des primes si on arrêtait les 2 violeurs en série, ce que nous avions fait. C'est un peu le sergent recruteur. Engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du paysage. Enfin bref, bon. Donc on était purement et simplement dissous. Elle avait un peu mauvaise quand même. Elle avait un peu mauvaise parce qu'on avait quand même arrêté des vrais salauds, des vrais pervers, des types dont la vocation, en se levant le matin et en allant se balader dans la journée et le soir, était de chasser.
C'est pas, j'utilise pas ce mot-là juste pour faire folklore. Hein. Ils chassaient les femmes, véritablement. Et quand vous apprenez que vous disparaissez, il y a quand même une certaine... voilà, vous avez gros sur le cœur quand même. Hein. Donc, on a été supprimés en l'an 2000 et on s'est tous retrouvés, pour certains, à la brigade territoriale sud. Je vous fais grâce des acronymes. Hein. La France est championne du monde des acronymes. Ça s'appelait UIT Sud, Unité d'investigation territoriale Sud. Voilà. Parce qu'il y a 3 secteurs à Marseille, je vous la fais simple, hein, nord, centre et sud. Voilà. Nous, c'était le sud. Bon. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a une typologie des quartiers très particulière. Il n'y a pas de quartier spécifiquement privilégiés. Il y a des quartiers très bourgeois dans le centre, l'hypercentre, qui sont des quartiers, vraiment des quartiers retranchés pour riches. Puis vous avez le peuple qui vit en périphérie, et ça va décroissant. Vous avez des cités qu'on appelle des cités qui craignent, où il y a une forte concentration de délinquance, les fameux, aujourd'hui, qu'on traduit par les fameux points de deal. Enfin, ça a toujours dealé là-bas. Darmanin a découvert ça, mais bon, ça fait des années que ça dure. Et le secteur centre, on avait un, c'était la Caillole, qui a été célèbre il y a quelques mois de ça. Mais il y en avait partout, il y en a partout. Il y a Félix Piat dans le centre, il y a les quartiers nord, la Castellane dans le nord, enfin, il y en a plein, il y en a partout. Et donc, nous c'était le secteur sud. Bon. J'y suis resté à peu près 1 an ou 2, de 2001 à 2003, grosso modo. Et en 2003, je suis devenu chef du 4e arrondissement. Et là, malheur pour moi, on me force à me mettre en uniforme. Alors, c'était vraiment le chemin de croix. Hein. Vraiment, j'y suis allé, il fallait changer d'univers, ça n'allait plus. Le judiciaire s'effondrait. Pourquoi ? Parce qu'il arrive un personnage central dans l'histoire de la police, j'insiste là-dessus, Nicolas Sarkozy. C'est pas mon idole, hein, vous avez bien compris. Nicolas Sarkozy arrive avec ce fameux slogan « À partir de maintenant, il y aura des résultats, du chiffre et de l'efficacité ». C'est vrai qu'avant, on ne foutait rien. On arrête 2 violeurs qui ont violé 20 femmes, mais bon, c'est anecdotique. Et il arrive avec ce slogan « À partir de maintenant, la police sera efficace, nous allons aller vers la politique du chiffre ». Ça a été purement une catastrophe, parce que dans le même temps, ce monsieur qui claironnait partout, et il l'a confirmé en 2008, après qu'il ait été président, avait claironné partout qu'il y avait trop de fonctionnaires dans la police, nous allons supprimer, rappelez-vous, pour ceux qui ont un peu de mémoire, un poste de fonctionnaire sur 2. Les gens avaient purement et simplement oublié que les policiers, c'est comme les infirmières et les instituts, ils sont fonctionnaires. Et grâce à la complicité de syndicalistes, notamment ceux d'Alliance, dont on parle beaucoup, et de Synergie, qui est l'avatar, qui est une excroissance d'Alliance, ces syndicalistes-là ont dit aux policiers, non mais rassurez-vous, ce sont des éléments de langage, pour le reste de la fonction publique, vous n'êtes pas concernés. Erreur grave. Ça a commencé à diminuer de façon vraiment significative dès qu'il est arrivé comme ministre de l'Intérieur, 2002-2003. Et ça s'est il a surtout vraiment installé dans son régime de commandement la corruption au sein de la police. Je m'explique. Qui disait police de résultats disait statistique. Qui disait statistique favorable disait prime. Prime individuelle, prime de groupe et prime de service. Et donc tous les commissaires, chefs de service, chefs d'unité, qu'elles soient d'ailleurs judiciaires ou même de voie publique, se sont mis en chasse des statistiques. Donc il fallait arrêter à peu près tout et n'importe quoi. Et ceux qui ont été prioritairement chargés de ça étaient les BAC, qui étaient la force de frappe du pouvoir de l'époque et qui l'est toujours d'une certaine manière. Mais on a vécu une vraie frénésie du chiffre. Donc on arrêtait tout et n'importe quoi. On nous amenait les gardes à vue. Moi j'étais en judiciaire et on disait voilà, il faut que ça tienne. Je disais non mais il faut que ça tienne, mais est-ce qu'il y a une infraction ? Voyez, faites que ça tienne. En résumé, je vous la fais simple, on a arrêté des gens qui avaient strictement rien fait, mais il fallait qu'on crée une infraction. Le but du jeu étant de créer des chiffres positifs d'élucidation. Et au terme de ça, créer de bons chiffres statistiques pour des chefs de service qui allaient à la béquée, qui allaient récupérer leurs primes. Et ils le faisaient avec d'autant plus volontiers que s'ils ne le faisaient pas, le préfet local organisait tous les mois une sorte de grande messe, de réunion, où on mettait le bonnet d'âne aux chefs de service qui ne remplissaient pas les statistiques, les bons chiffres. Donc vous imaginez, vous mettez à leur place, vous rêvez d'une carrière florissante, parce que le commissaire rêve fondamentalement de faire une carrière,
vous vous retrouvez dans le périmètre dans lequel vous exercez avec le préfet qui est là, qui joue les instituteurs, et qui pointe du doigt, mais vraiment, celui qui a les mauvaises statistiques. Ils étaient prêts à tout pour éviter ça, vous l'imaginez bien. Donc on a trafiqué les chiffres. Je ne sais pas si vous intégrez la conception, on a trafiqué les chiffres. On a, par exemple, transformé les délits en contraventions, ça a duré très longtemps. On le fait moins maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a trafiqué les chiffres, et dans certains cas, on les a purement et simplement cachés, les plaintes. On les a mis dans des placards. Ça n'est pas apparu officiellement. L'idée était de chasser l'impétrant. Il y avait des techniques simples, hein. Par exemple, quelqu'un qui était contrôlé avec un poste autoradio, on nous l'amenait, on disait « il est volé ». Ah bon, t'es sûr ? Oui, il est volé. Donc nous contrôlions le numéro. Mais ce que faisaient les équipes interpellatrices, c'est qu'elles ne mettaient pas le numéro complet. Elles mettaient le numéro de la marque, si vous le préférez. Le numéro de série, c'est très long. Mais il y a un préfixe, en quelque sorte, qui est le numéro de la marque. Ce qui fait que lorsqu'il nous présentait l'individu, il était présenté comme étant receleur d'un poste autoradio, parce qu'il nous disait, il nous déclarait, il nous mentait. Hein. Voilà, ce type-là détient un autoradio volé. Et lorsque on rentrait dans la base de données le chiffre entier, il n'apparaissait pas volé. Mais on donnait que pour injonction, et nous étions menacés pour ça, de malgré tout faire la procédure, de malgré tout prendre une mesure de garde à vue, et donc d'auditionner ce type qui n'avait strictement rien fait, et de rentrer dans la base de données comme étant un receleur. Bienvenue dans le monde des chiffres. Et ça a duré tout le temps du sarkozysme triomphant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le commandement au 4e arrondissement. Et là, petite nouvelle avatar de la police, les officiers devenaient miraculeusement chefs d'arrondissement. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les années précédentes, un commissaire-chef d'arrondissement faisait de manière quasi exclusive des assistances à huissiers et des vacations funéraires. Et pourquoi il les faisait ? Pas parce que ça l'amusait, mais parce qu'il était payé pour ça. Parce qu'il touchait des numéraires pour cela. Et certains commissaires qui sortaient de l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à Lyon, créée par Philippe Pétain, au passage, en 1941, doublaient, triplaient leur salaire dès lors qu'ils étaient mutés, par exemple, dans un commissariat où il y avait un hôpital ou un hospice. Donc ils se bagarraient pour avoir ces postes-là. Et puis un jour, il y a eu une réforme qui s'est dit bon, c'est peut-être pas moral quand même tout ça, parce que certains faisaient que ça. On va arrêter de les rémunérer. Et à partir de ce moment-là, ces messieurs ont quitté les services. Ils ont quitté les commissariats, ils n'avaient plus rien à y gagner, et ils ont laissé ça. D'ailleurs, les vacations étaient faites après par des gardiens de la paix qui faisaient exclusivement ce type de mission. Donc, je me retrouvais, moi, chef d'arrondissement du 4e, et bon, c'était pas inintéressant, hein, mais voilà, j'avais ce foutu uniforme qui, pour moi, était juste une plaie, quoi, une plaie. Une année se passe, c'était pas inintéressant parce qu'il y avait quand même, en tant que chef d'unité, un rapport avec le milieu associatif, les politiciens, enfin les politiques, les maires de secteur. C'est quand même intéressant. Intellectuellement, c'est pas neutre. Mais malgré tout, bon, il fallait quand même passer à autre chose, d'autant que mes filles étaient parties en Angleterre, et moi je voulais pas rester tout seul à Marseille à regarder, à compter les heures. Donc j'ai demandé ma mutation à Paris, du moins en région parisienne. Et c'est comme ça qu'en 2004, j'arrive à Neuilly-sur-Seine, Sarcolande. Ah mais quand on a une croix, on la porte jusqu'au bout. Et enfin, je regarde quand même un très bon souvenir pas de Sarkozy, hein, mais de Neuilly-sur-Seine, parce que bon, j'ai rencontré des gens charmants, d'abord des collègues très sympas, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de policiers à Neuilly-sur-Seine, vous imaginez pourquoi. Il y avait donc beaucoup de collègues et puis une population somme toute adorable. Moi, j'ai rencontré des gens très intéressants, très sympas, un peu condescendants. Vous savez, c'est quand vous avez affaire à la haute bourgeoisie, qui était moins bégueule que la bourgeoisie du reste de province, qui a ses particularités. Mais voilà, je n'étais pas mécontent. Ça fait un sas. Après 15 ans passés à Marseille, je vous assure que vous arrivez à Neuilly-sur-Seine, vous soufflez. Sincèrement, vous soufflez. Alors, ça aurait pu être très tranquille, Neuilly, sauf que, je suis toujours là où il ne faut pas, il y a eu une affaire criminelle, enfin, que moi, je considère humblement comme criminelle. J'ai eu le malheur un jour d'aller sur une péniche, alors je vais vous la faire courte parce que je pourrais en parler pendant des heures et ne parler que de ça, pour ainsi dire, où avait été découverte une femme pendue. C'est l'affaire de la pendue de Neuilly. Si certains suivent Enquête criminelle, si certains suivent un peu ces émissions-là, cette affaire-là a fait l'objet de 4 émissions, 3 télé et 2 radios.
Et c'est pour moi, bon voilà, quoi, c'est un meurtre qui a subi un avatar judiciaire parce que j'ai la conviction que celui qui a tué cette femme était dans les petits papiers du procureur local et son papa étant conseiller honoraire à la Cour de cassation, on a fait en sorte que ça apparaisse, enfin que ça traîne beaucoup, que ça traîne très en longueur. Donc cette affaire, je l'ai en travers, hein, pour tout vous dire. J'ai participé à beaucoup d'émissions là-dessus. J'ai dit ce que j'en pensais. J'ai dit que j'avais une intime conviction. Enfin, je ne peux pas dire ils sont coupables, hein, autrement je suis condamné. Hein. On va me poursuivre pour ça. Mais la réalité, elle est là, elle est bien là. Et donc, permettez-moi de passer là-dessus, mais voilà, j'en ai gros sur la patate. Si ça vous intéresse, allez sur Internet, vous tapez affaire Dominique Aubry, pendu de Neuilly, et vous verrez par vous-même ce qu'il en est. Donc, Neuilly-sur-Seine, voilà, 3 années qui ont été assez sympathiques. J'ai même été, alors vous allez voir que c'est très rigolo parfois les hasards, j'ai été félicité d'avoir sauvé la maman de Sarkozy. Ne riez pas, c'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, parfois, il y a des traits d'humour, des clins d'œil de l'histoire. On nous avait appelé parce que un type qui était arrivé en djellaba et en chèche avait cherché à l'époque la fille de Villepin. Et devinez où il tape, à quelle porte il tape pour chercher la fille de Villepin, qui était à l'époque Premier ministre, chez la maman de Sarkozy, à Neuilly-sur-Seine. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Sarkozy? Elle téléphone à son fils, qui est ministre de l'Intérieur. Qui téléphone à qui? Qui téléphone au directeur départemental des Hauts-de-Seine. Qui téléphone à qui? Au commissaire de Neuilly-sur-Seine, qui, alors là, on perd ses moyens, et dit allez vite chez elle, tout ça. Et quand on arrive chez elle, pendant qu'on discutait avec la gardienne de l'immeuble, qui on voit passer derrière la vitre? Le fameux monsieur habillé avec... Enfin bref, vous avez compris. Donc on l'interpelle. Le type était complètement dingo, il était fou, c'est un fou, qui avait focalisé sur la fille à de Villepin. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Seule la psychiatrie répondra à ça. Mais j'ai eu l'honneur de recevoir une lettre pour avoir sauvé la vie à Madame Sarkozy. Ce qui fait encore rire, parce que j'ai la lettre, là, elle est rigolote. Et j'ai jamais rencontré cette dame, mais elle est décédée aujourd'hui. Paix à son âme. Bref. Neuilly-sur-Seine passe, l'élection de 2007 se passe, Nicolas Sarkozy est président, et je suis muté en 2007, dans la même année, à Boulogne-Billancourt, où je suis cette fois chef de l'unité judiciaire. Le boulot du judiciaire est à peu près le même qu'à Neuilly, enregistrement des plaintes, trafic des chiffres, bien évidemment, il ne fallait pas perdre les bonnes habitudes. Le commissaire avait un bas-flanc comme celui-là, qui faisait 2 fois, enfin c'est pas un bas-flanc, c'est une cheminée, mais imaginez qu'il fasse 2 fois la longueur, rempli de plaintes. De plaintes qu'on avait mis de côté, qu'on n'enregistrait pas, ou qu'on mettait de côté, qu'on enregistrerait plus tard. À l'époque, il n'y avait pas encore le nouveau logiciel de rédaction qui était sorti, parce qu'aujourd'hui, les plaintes qui sont prises en compte sont automatiquement enregistrées, donc on ne peut plus tricher. Ce qui fait le grand malheur des ministres de l'Intérieur d'aujourd'hui. Et donc, alors, il y a peu d'anecdotes que je pourrais raconter sur Boulogne, sauf une qui m'est quand même restée gravée, c'est qu'un jour, avec un jeune commissaire qui venait d'arriver, nous sommes convoqués au bureau du sous-préfet local, Boulogne. Vous me dites, si je suis trop loin, vous me faites signe, n'hésitez pas. On est convoqués devant le sous-préfet de Boulogne. Et le sous-préfet de Boulogne nous reçoit, c'est un monsieur absolument imbuvable, qui nous donne 20 dossiers. 20 dossiers d'étrangers résidant à Boulogne-Billancourt. À l'époque, notre petit président, un peu claudiquant, avait fixé des chiffres d'expulsion qui correspondaient de mémoire à 25 000, je crois. Il voulait 25 000 expulsions par mois d'étrangers en situation irrégulière. Donc ce sous-préfet plutôt, nous donne 20 dossiers d'étrangers qu'il considérait comme étant des délinquants parce que leur titre de séjour était arrivé à expiration. Il faut savoir que le fait d'être en situation d'étranger en situation irrégulière, c'est juste une histoire de papier et de date. Donc, il nous donne ces 20 dossiers, et parmi ces 20 dossiers, il y avait, je me souviendrai toujours, un dossier d'un homme asiatique, et le deuxième dossier qui avait marqué « à expulser » au crayon, et le dossier qui était juste après lui, c'est sa femme, toujours au crayon, sa femme a expulsé aussi. Il nous donne ça, il dit « voilà, vous allez les arrêter à 6h du matin chez eux ». Alors, bon, vous n'avez rien à dire, hein. Il est sous-préfet, vous êtes flic, vous êtes commandant, l'autre il est commissaire, à vos ordres en général, on repart. Et silence dans la voiture, on discute un peu tous les deux quand même, je dis écoute, moi j'ai arrêté des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les obédiences.
J'ai jamais eu d'état d'âme quand ils étaient délinquants, violeurs, frappeurs, enfin bref. Mais arrêter des gens uniquement parce que leur titre de séjour est arrivé à expiration, je l'ai un peu mauvaise. J'avais déjà dit, d'ailleurs, dans le cadre d'une réunion syndicale, au niveau d'un bureau, d'un congrès syndical, qu'il était absolument, je dirais, infamant pour nous, policiers, de cautionner les rafles qui étaient organisées par Sarkozy. Ça m'avait été reproché. On m'a dit, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire le mot rafle, c'est pas bien, ça rappelle des souvenirs historiques qui font un peu froid dans le dos. Je dis oui, peut-être, mais enfin, quand on met des services de police à la sortie du métro et qu'on arrête tout ce qui est beurre et black, qu'on contrôle que ça y ressemble un tout petit peu quand même. Et donc ça, on me l'avait reproché. Et j'avais dit au commissaire, écoute, je vais refaire un truc très simple, je vais passer tous ces gens-là au fichier. Si un seul d'entre eux a des antécédents judiciaires, je te promets, on va le chercher. Si par contre ils n'ont rien fait, on en reparlera. J'ai passé tous ces gens-là au fichier, alors fichier de tout, hein, antécédents, recherchés, pas recherchés. Il n'y avait strictement rien fait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a convenu, lui et moi, de ne rien faire. Ça marche très bien dans l'administration d'habitude, ça. Hein. On a mis des 20 dossiers, pouf, sous le tas, je les ai mis de côté, et je ne comptais pas y toucher. Et sincèrement, j'étais à Boulogne pendant 3 ans, je ne les ai pas touchés. Je dis, moi je suis désolé, je n'irai pas arrêter des gens chez eux, parce que leur titre de séjour est arrivé à expiration. Je ne le ferai pas. Voilà. Vous ferez ce que vous voudrez, sanctionnerez, mais je n'arrêterai pas des gens qui auraient fait. Des salauds, j'y vais, il n'y a pas de problème, on va les arrêter. D'ailleurs, on avait arrêté un violeur à l'époque sur la ZAC du Pont-de-Sèvres, je ne sais pas si vous connaissez Boulogne pour certains. Moi, j'appelle le violeur polychrome. Parce que c'était un type qui changeait de couleur. Il violait des gamines. Son truc, c'était de se planquer à hauteur du métro de la ZAC du Pont-de-Sèvres. Et quand il voyait des gamines qui revenaient de l'école, il les suivait. Il habitait la ZAC lui-même. Il les accompagnait dans les immeubles où elles habitaient. Il les coinçait dans l'ascenseur. Il les montait jusqu'au comble de l'immeuble, qu'il connaissait très bien. Et il les violait dans les parties communes. Et ce qui était hallucinant, c'est que on a eu à connaître 4 dossiers de plaintes, parce qu'on récupérait des plaintes au départ, qui étaient transmises après la brigade des mineurs. Et à chaque fois, le type était de couleur différente. Un coup, il était indien, un coup, il était noir, un coup, il était antillais, un coup, il était européen. Et quand on l'a arrêté, parce qu'on a fini quand même par l'arrêter avec la brigade criminelle, on s'est aperçu, le type nous a dit, oui, mais je bronze très vite. Et c'était vrai. Il avait des parents parfaitement blancs, enfin, je veux dire blancs européens, quoi, on va dire indo-européens. Et lui, il était également, mais sa particularité était de bronzer très vite au soleil. Donc, on l'arrête. Tout ça pour dire qu'on n'avait pas d'état d'âme à l'arrêter s'il était noir, hein, c'est pas de souci. Et on a contrôlé beaucoup de noirs, pour le coup, mais qui nous reprochaient de les contrôler eux-mêmes parce qu'ils étaient de couleur. Bref. Et au final, donc, pour en revenir à nos sujets des étrangers en situation irrégulière, on avait convenu, lui et moi, de ne pas traiter les dossiers. Quand je suis parti de Boulogne en 2011, de mémoire, oui, en 2011, j'avoue très lâchement que les dossiers ont été donnés à une autre brigade. Ça m'a soulagé parce que je ne l'aurais pas fait. Ça m'aurait coûté d'être sanctionné, probablement, mais j'aurais fait en sorte de ne pas exécuter ce qui, pour moi, est un ordre immoral, quoi, quelque part. Mais ça ne gênait absolument pas ni Sarkozy, ni ses petits camarades. Sarkozy, qui dans le même temps, d'ailleurs, en voulant faire croire à tout le monde qu'il était le ministre des muscles, réduisait à la fois drastiquement les effectifs de police, mais en même temps voulait supprimer le corps des juges d'instruction, je vous rappelle. Et pour cause. Et pourquoi ce monsieur voulait détruire le judiciaire? Ce que continue Darmanin, du reste. Parce qu'il y a eu à l'époque, c'était bien avant que je sois à Marseille, l'affaire Urbain-Graco, qui était l'affaire du financement illégal du Parti socialiste, qui avait été dénichée par un enquêteur de la brigade financière, l'enquêteur Godino, l'inspecteur Godino, qui avait trouvé des petits reçus, des bouts de papier dans un tiroir au cours d'une perquisition. Et en fait, en tirant le fil, bon enquêteur qu'il était, avait remonté tout le financement illégal du Parti socialiste. Et donc, depuis cette période, les politiciens, tous qu'ils soient, de quelque parti qu'ils soient, ont une hantise absolue des services judiciaires. Et c'est la raison pour laquelle aucun politicien moderne ne renforce la procédure. Ils n'y ont pas intérêt. Ce qui explique toutes les réformes et tous les faux-semblants, tous les discours. C'est pour ça qu'il faut vraiment démystifier tous les discours des uns des autres. Darmanin le premier, qui en fait, faut savoir, a travaillé sous les ordres de Sarkozy lorsqu'il était dans les bureaux des LR, du MP, rue de Vaugirard, travaillait auprès de lui
dans les dossiers qui étaient en rapport avec le juridique. Et c'est là, justement, où il a abusé de cette femme qui était ancienne prostituée. Vous savez, l'affaire du viol dont il a été accusé. Parce que connaissant bien le milieu juridique, cette femme l'avait contacté pour faire supprimer son B2, ce qu'il était dans l'incapacité de faire. Mais il lui a dit, moi je peux ma petite, rassure-toi, tac tac badaboum cascade, mais par contre tu viens avec moi, on va en soirée au restaurant, puis après on va au club des chandelles, club échangiste de Paris, puis on finira à l'hôtel. Ce qu'ils ont fait. Alors c'est pas un viol au sens stricto sensu, il faut être clair, mais malgré tout il y a quand même une manipulation que je qualifierais d'un peu limite, qui n'est pas vraiment éthique, qui aurait dû déjà empêcher en soi d'être nommé ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, au passage, concernant les viols et les agressions sexuelles, vous savez qu'on entend beaucoup le chiffre de 80% de plaintes classées. C'est ce qui revient dans la bouche des activistes féministes qui n'y connaissent rien, strictement rien, dans la matière judiciaire, qui ne connaissent pas les plaintes et qui ne savent pas de quoi il en retourne. Tout simplement pourquoi, effectivement, il y a bien 80% de plaintes classées. Il y a plein de motifs à ça. Insuffisance des preuves, ce qu'on appelle des délits ou des crimes non caractérisés, règlement de compte entre conjoints parce qu'ils ne payent pas la pension alimentaire en temps et en délai, vengeance tout simplement parce que le type n'a pas été correct, c'était un goujat, on va déposer plainte pour viol contre lui. Et il y a énormément de plaintes de ce registre-là qui effectivement, donc pour des raisons diverses et variées, sont classées sans suite. Et fort heureusement, puisqu'il n'y a pas d'infraction. Donc quand vous entendez dire qu'il faudrait 100% de poursuite, c'est à minima une méconnaissance totale de la mécanique judiciaire en la matière. Ce qui ne veut pas dire que le mouvement MeToo est illégitime. Ce qui ne veut pas dire que la parole de la femme qui a été agressée ne doit pas être connue. Elle est légitime, cette parole, dès lors qu'elle est fondée. Mais quand on rentre dans le débat, dans la mécanique du règlement de compte, là, par contre, c'est autre chose. Et la justice a son mot à dire. Et de mon point de vue, là, c'est le procédurier qui parle, il est parfaitement scandaleux d'avoir des procès sur des plateaux télé. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me hérisse. Lorsqu'on entend un déballage total, que les gars soient coupables ou pas, la question n'est pas là. Mais on n'a pas à faire de procès par anticipation sur les plateaux télé. Ce qui est pour moi une aberration totale. Après, on peut en discuter. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très sain d'avoir une justice populaire, en tout cas une justice expéditive. Le droit a droit de cité, c'est le cas de dire, et la justice est parfaitement fondée, elle est jusqu'au bout de son processus. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Et, enfin, si vous ne le partagez pas, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Donc, je reste à Boulogne jusqu'en 2011. En 2011, je rejoins l'état-major des Hauts-de-Seine. Là, c'est encore un autre métier. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. J'ai pantouflé pendant une année. Et c'est vraiment le terme. Et ce qui a été pour moi le déclencheur pour rejoindre le bureau régional du syndicat, puisque j'ai été délégué syndical pendant 3 ans auprès du syndicat des officiers de police, dont je vous parlais préalablement, et où j'ai vraiment vu la mécanique de l'intérieur, la mécanique du syndicalisme policier, avec tout ce qu'il a de corrompu, tout ce qu'il a de vain et de vaniteux surtout. Donc j'y suis resté 3 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Les gens qui ne connaissent pas la machine ont la faiblesse de penser que ce sont les syndicats qui font la loi dans le ministère de l'Intérieur. Détrompez-vous, les syndicats ne font absolument pas la loi. Ils servent parfois et souvent de marchepied au pouvoir politique, ça oui. On l'a bien vu avec Alliance, la complicité entre Alliance et Darmanin, par exemple. Alliance faisant semblant d'être en colère et semblant d'organiser des manifestations de colère, alors qu'ils marchaient main dans la main et que les secrétaires généraux d'Alliance, il faut le savoir, pour beaucoup sont encartés à l'UMP. Enfin, je parle de l'UMP parce que j'ai principalement connu, mais ils étaient encartés et sont encore encartés chez les LR. Donc c'est un jeu de dupes. On fait semblant d'être en colère, tout simplement parce que si les partis politiques voulaient réellement, et mettre la pression d'ailleurs aux syndicats, il leur suffirait de contrôler leurs finances. Tout simplement. S'ils envoyaient la Cour des comptes dans les finances des syndicats, croyez-moi, ils feraient moins les malins. Et sans parler des jours de détachement. Enfin, il y a toute une mécanique de donnant-donnant, de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et chacun s'arrange pour ne pas être trop méchant, pour être méchant quand il le faut, et surtout pas au mauvais moment, quoi. Donc il y a des fausses colères. Dites-vous bien que tout ce à quoi vous assistez parfois, les coups de menton, les rodomontades, c'est du cirque, c'est du cinéma. C'est pour les médias, principalement. Donc je suis resté pendant 3 ans là-dedans. C'est durant ce mandat-là que j'ai vraiment commencé à être invité très régulièrement dans les médias. Ça a commencé vers 2012-2013, avec un point d'orgue en 2015, au moment de Charlie Hebdo,
où j'étais invité sur le plateau du Grand Journal, où vraiment c'était un grand moment d'émotion, avec vraiment cet écran immense, noir, tout noir, avec juste marqué Charlie. Et là, vraiment, vous sentez un poids. Et là, vous imaginez, vous comprenez pourquoi, à ce moment-là, vous représentez, vous, quels que soient vos points de vue, la police. Avec toutes les nuances que ça peut avoir. Moi, j'ai jamais été, je dirais, un syndicaliste borné dans ce que je revendiquais ou dans ce que je portais comme expression. Je n'étais pas la majorité du genre, hein, croyez-moi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me qualifiait souvent de flic de gauche. Et ceux qui se réclamaient de dire ouais, « moi, je suis de droite », je dis « mais attends, t'es policier de droite, d'accord. Mais enfin, rappelle-moi à l'occasion qui t'a obtenu tes droits sociaux, tes congés payés, ton droit de syndiquer, par exemple, ce genre de choses. T'es sûr que c'est la droite ?» Enfin, on nage un peu dans une forme d'absurdité dogmatique. C'est le propre d'Alliance, hein, d'ailleurs, qui considère à penser que si vous n'êtes pas de droite dans la police, c'est que vous êtes un peu un renégat. Donc voilà, quand en plus vous dites vous sur des plateaux où vous avez une expression qui consiste à dire qu'on fait des rafles et que le sarkozysme c'est tout juste le niveau zéro de la police, vous passez pour le vilain petit canard. Mais c'est pas grave, j'assume totalement. Et donc voilà pourquoi, au bout d'un moment, j'ai arrêté aussi le syndicalisme pour finir ma carrière au commissariat du 16e arrondissement, où ça s'est pas bien passé du tout, et tant mieux, parce que ça m'a permis de quitter la police à ce moment-là sans état d'âme. Au contraire, même avec une forme de soulagement, puisque j'avais très envie, à partir de ce moment-là, de me consacrer à quelque chose que j'avais connu auparavant, c'était le théâtre. Et je me suis dit, bon, il vaut mieux faire les choses quand tu peux avant de les faire trop tard. Alors, je n'ai pas dit que j'ai réussi, qu'il n'est pas trop tard non plus, mais malgré tout, je voulais me consacrer pleinement à ça. Et donc, j'ai quitté définitivement la police en 2018, après avoir traversé tout ce que je viens de vous raconter, et tout ce qui a forgé une certaine expérience et que j'ai tenté d'écrire, de raconter dans un premier bouquin, que je réécris d'ailleurs aujourd'hui pour des raisons particulières et qui sont... Alors, j'écris pas tout seul. Hein. Les pièces dont vous avez parlé, les textes que j'écris, je les écris pas tout seul. Hein. J'ai ma correctrice, c'est ma compagne. Parce que j'écris de manière un peu abrupte, un peu rude, un peu sèche. Donc, je lui confie tout ce que j'écris pour qu'elle apporte son regard très féminin et qui est très particulier. Et ça humanise un peu ce que j'écris. Ça, c'est pour la petite parenthèse littéraire, mais sans prétention, loin de là. Hein. Je ne suis pas un écrivain. Je suis plus quelqu'un qui écrit sous des coups de colère, ça oui, mais certainement pas un écrivain. Je ne suis pas Marlène Schiappa, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Donc, posez vos questions. Moi, je vous invite à le faire si vous avez des interrogations, des questionnements, des doutes aussi. J'y répondrai avec plaisir, si toutefois le temps me permet. Peut-être ce qu'on va faire, du coup, c'est que peut-être faire un petit constat. Je pense que là, vous nous avez dit beaucoup de choses. En peu de temps en plus, on arrive à 1 heure oui. Je pense, de conférence. Alors, j'ai oublié quelque chose, c'est vrai. Quid de la police de demain? Voilà, ce qu'on avait évoqué avant, parce qu'on a un peu grillé nos cartouches avant que vous n'entriez. On a parlé un peu trop, à mon avis. Quid de la police de demain? Vers quoi on se dirige? Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a une nouvelle langue aujourd'hui. Il y a des arguments de langage qui sont repris en boucle par quasiment tous les partis politiques. On vous parle beaucoup de caméras. On vous parle beaucoup de cybercriminalité, de contrôle des réseaux sociaux, d'intelligence artificielle. Et pour moi, tout ça, c'est un shaker mortifère. Pourquoi? D'abord, les caméras. On vous dit, on va mettre des caméras partout, soyez rassurés, braves gens, on a mis les caméras, là je suis filmé, mais alors là, dans la rue, croyez-moi, vous l'êtes et plutôt 2 fois qu'une. Tout ça pour masquer quoi? Pour masquer la déflation permanente des effectifs de police. La police nationale, on n'en veut plus pour faire simple. Il y a un courant ultralibéral qui s'est installé en France, mais pas que depuis Macron. Hein. Ça a commencé déjà il y a 30 ans, hein, où tout ce qui est le service public coûte cher. On nous parle d'hyper-déficit, mais moi je serais curieux de savoir où va l'argent, parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires. Alors par contre, il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux. C'est pas la même chose. Mais par contre, les fonctionnaires du service public, commissariat et dans le personnel soignant, il y en a de moins en moins. Donc on croit compenser, on fait croire, enfin vous, pas vous spécifiquement, on veut faire croire à la population, à l'opinion publique, que c'est pas grave qu'il y ait moins de policiers, puisqu'on va compenser avec des caméras. Accessoirement, avec des policiers municipaux. Et si tout va bien, si on est de bonne humeur, avec des entreprises privées, chargées de la sécurisation des sites. Alors les grandes surfaces, par exemple, ou les événements sportifs, bon, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de CRS du reste, hein, parce que concentrer des CRS à garder Roland-Garros, moi, ça m'a toujours mis de mauvaise humeur, hein, clairement.
Donc on vous parle de ça, on vous parle de cybercriminalité, ça c'est le nouveau serpent de mer. Il faut se préserver de la cybercriminalité. Et c'est vrai qu'il y a des hackers qui sont capables de prendre en otage des comptabilités des hôpitaux, de grands organismes de la fonction publique, et de se faire rémunérer pour débloquer les systèmes. Mais ça veut surtout dire qu'on n'est pas capable de les bloquer. Et c'est là où on met en place des cybersystèmes pour contrecarrer ça. Mais la contrepartie du cybersystème et de l'intelligence artificielle, c'est de nous contrôler tous. J'entends certains syndicalistes policiers louer les systèmes chinois de reconnaissance faciale. Merveilleux, la reconnaissance faciale. On pourrait reconnaître tous les délinquants de la planète qui viendraient sur notre sol. Sauf que ça nous fiche aussi. Ça veut dire qu'on serait tous fichés. Et on arrive au contrôle aussi des fameux réseaux sociaux. Ah, c'est dégueulasse, on dit beaucoup de mal sur les réseaux sociaux, il y a du harcèlement via les réseaux sociaux, vous avez des plaintes parce que on me harcèle sur les réseaux sociaux. Sauf que le réseau social d'aujourd'hui, Internet, Facebook ou Instagram ou je ne sais trop quoi, ou X, est aussi un espace de parole et de liberté de parole. Pour moi, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est ce qui fut, parler de la Révolution préalablement, les lieux de rencontre. Par exemple, les dîners républicains de 1848, c'était là où les gens se concentraient. Et cette concentration physique n'existe plus aujourd'hui. Donc vous ne la retrouvez que comment ? Que par les réseaux sociaux. Parce que justement, vous avez une communauté d'échanges. Je suppose que dans votre organisme, dans votre institut, vous fonctionnez quasiment que en dématérialisé, pour ainsi dire. Pas seulement, tant mieux. On fait justement des banquets. Le dernier banquet qu'on a organisé était un hommage au banquet de 1848. Ben voilà. Donc vous rejoignez ça. Il faut savoir qu'avant ces banquets-là, il y avait les gens. La Révolution française commence par les files d'attente à l'entrée des boulangeries. Puis après, ça s'est fait autour des lectures de décrets ou de gazettes qu'organisaient des aboyeurs publics. On lisait. Les gens ne savaient pas lire et écrire. Donc on était gourmands de tous ceux qui venaient informer le peuple au travers de la lecture de gazettes ou de bulletins. Et c'est comme ça qu'ont commencé certains, je dirais, rassemblements populaires. Ces fameuses émeutes qui font peur aujourd'hui au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est bien dommage, mais lisez-le, les conclusions du Beauvau de la sécurité. Elles disent quoi, les conclusions du Beauvau de la sécurité ? Qu'il faut mettre le focus sur la création des unités de CRS et de gendarmes mobiles. Pas un mot sur le judiciaire. Judiciaire, justement, qui fut créé au début du XXe siècle par Clémenceau, qui avait d'autres défauts, et beaucoup de gros défauts, mais lui veut créer cette fameuse police judiciaire qui va évoluer au fil des années, qui va se moderniser sous Pétain, ne l'oublions pas. 1941, création de la police moderne, création des renseignements généraux, de la brigade criminelle, de la filière criminelle et du renseignement. Donc tout ça va évoluer dans le temps jusqu'à aujourd'hui où justement on veut casser cette machine du judiciaire qui est la garantie de la protection des plus humbles, de ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. Si vous enlevez le judiciaire et la chaîne judiciaire jusqu'au magistrat, jusqu'au jugement, vous amoindrissez ça et vous comprenez qu'aujourd'hui le focus est mis sur quoi ? Sur le maintien de l'ordre. Il n'y a que ça qui compte. Et pour cause, Macron ne tient que grâce à ça. On l'a vu pendant l'épisode des Gilets jaunes, ça n'était que ça. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû durer, qui a été artificiellement provoqué par une décision complètement délirante d'un certain Édouard Philippe, qui a à la fois limité la circulation à 80 km/h et qui en même temps a laissé courir le prix des carburants, d'où la colère populaire. Et d'ailleurs, ça a provoqué une antithèse de ce qui s'est passé en 1871 avec la Commune de Paris. Commune de Paris qui est un mouvement révolutionnaire typiquement parisien, exclusivement parisien, à ne pas confondre avec le mouvement républicain de la province. Marseille, Narbonne, Saint-Étienne, Carcassonne, partout il y avait des mouvements républicains. Mais la Commune de Paris, comme son nom l'indique, est spécifiquement parisienne. Et ce sont les régiments provinciaux qui viennent faire la guerre à cette révolution populaire qui était si riche de propositions, justement de luttes féministes dignes de ce nom, Louise Michel et tant d'autres. Elle n'a pas été toute seule, Louise Michel. Il y avait des dizaines de femmes qui avaient créé leur club de parole, notamment à Paris. Beaucoup d'églises avaient été transformées en clubs de parole, et notamment des clubs féministes. Et donc là, on assistait à l'inverse. On assistait à la province qui venait manifester à Paris. Et on a vu quelque chose de formidable, qui est la dénaturation totale de ces manifestations par le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a volontairement pourri ces manifestations. On a laissé les Black Blocs s'exprimer en tête de cortège. Black Blocs, donc il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs, parce qu'on pouvait se demander à quel point ils n'étaient pas infiltrés. Je pose innocemment la question.
On les a gentiment laissés foutre le feu. Ça tombe bien, on a assisté d'ailleurs à... Moi, je voulais savoir de quoi on parlait. Donc, on est allé, main dans la main, assister à ces fameuses manifestations, notamment boulevard Saint-Germain, rappelez-vous, où on mettait le feu régulièrement. Le feu était mis tous les 100 mètres par des fameux Black Blocs. Et l'un d'entre eux m'avait dit, il ne savait pas qui j'étais, tant mieux. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, ah mais on met le feu parce que comme ça, on provoque la réaction des CRS, et ensuite on recule et on remet le feu, et puis comme ça, ils progressent. Puis tout à coup, les CRS en question ont tiré des grenades lacrymogènes et ont chargé. Et c'est là où vous voyez toute l'efficacité du système. Comment ça marche? On laisse la panique, le désordre, les incendies se provoquer en tête de cortège, on laisse monter la tension, on laisse les Black Blocs s'égayer, et à ce moment-là, les charges des compagnies d'intervention ou des CRS arrivent. Et qu'elles cognent sur qui à ce moment-là? Les manifestants. Mais les simples manifestants, ceux qui n'ont strictement rien fait. Et ça s'est fait pendant 8 mois. Si réellement le pouvoir politique avait voulu mettre fin au mouvement des Gilets jaunes, ça se faisait en 1 mois. Tout simplement en revenant sur ces mesures débiles de limitation de vitesse et d'augmentation des prix du carburant. Mais il fallait dénaturer le mouvement populaire. Parce que le peuple, ça fait peur. Donc il faut casser... Donc à la fois les Black Blocs avaient cette idéologie qui avait marché pendant la résistance, qui avait cru marcher pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les résistants tuaient des soldats allemands, les soldats allemands faisaient des exécutions d'otages, l'objectif était de monopoliser, de remonter la population contre l'occupant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que quand vous avez 20 otages qui sont fusillés, au bout d'un moment, c'est l'inverse. C'est la population qui se met, qui s'arc-boute contre les mouvements de résistance. Donc c'était totalement contre-productif. Et c'est ce que voulaient certains Black Blocs, entre guillemets. Je veux vraiment des guillemets. Parce que ça a duré 8 mois, cette histoire. 8 mois où ça fait la joie et le bonheur des médias mainstream, BFM en l'occurrence, qui se faisait un malin plaisir, et ça m'a été dit, c'est pas des histoires qu'on m'a racontées, où on invitait les plus crétins, les plus alcoolisés, si possible, si ça pouvait être les deux, à la fois crétins alcoolisés, c'était le mieux. On les faisait venir sur les plateaux télé et on les interviewait. Et on avait droit à un florilège d'âneries. Et ça permettait de décrédibiliser le mouvement. Et on a fait quasiment pareil pendant la réforme des retraites, où on a laissé faire le désordre. Là, c'est pareil, j'ai assisté à ça en direct, j'ai failli me prendre des coups de matraque, j'étais vraiment en tête de cortège moi aussi, ça m'est passé à ça, je peux vous assurer. Ça m'a peut-être fait du bien, remarquez. Et on assistait à la même chose. La panique, le feu mis par les Black Blocs, dispersion des Black Blocs, charge des compagnies d'intervention, et on se donne à cœur joie. Et on casse tout le monde. Résultat, belles images pour LCI, BFM, CNews, on décrédibilise le mouvement, on fait passer des manifestants pour de joyeux, enfin pas de joyeux, d'affreux manifestants, et on légitime surtout la répression. Et c'est vers ça qu'on va. C'est vers une manipulation totale des médias par de la propagande manifeste. On répète constamment des slogans politiques qui vont toujours dans le même sens. On défend le pouvoir, on sacralise le pouvoir. Je ne dirais pas que c'est Saint-Macron, parce que l'illusion est passée, c'est terminé, il n'est plus du tout crédible. Mais en tout cas, le pouvoir veut s'en sortir par ce moyen à la fois des images et des slogans. On pourrait parler très longtemps de la propagande, mais je ne sais pas si c'est d'actualité.